que le système des parrainages pour l'élection présidentielle a été mis en place. Il suscite tous les 7 ans et dorénavant tous les 5 ans un véritable psychodrame à rebondissement. Les parrainages ou comment les peuples se donnent des maîtres est un ouvrage écrit à 4 mains, Christophe Boutin et Frédéric Rouvillois. Frédéric Rouvillois, professeur de droit public à Paris, est avec nous pour évoquer ce sujet des parrainages et c'est totalement d'actualité. Frédéric Rouvillois, bonjour. C'est totalement d'actualité. Bonjour Martial, c'est totalement d'actualité et le plus incroyable, c'est que ça l'est d'actualité tous les 5 ans, comme vous venez de le dire. C'est une espèce de marronnier qui repousse effectivement régulièrement, dont on connaît les effets néfastes, mais qu'on n'ose pas abattre, alors que, de toute évidence, il faudrait le faire, ce qu'on essaie de montrer dans notre petit livre. Bon, on va en faire le tour si vous voulez bien. Et ma première question, elle est donc toute simple. Dès l'origine de la Ve République, il a été prévu que les candidats à l'élection présidentielle soient présentés par des parrains. Donc il n'y a rien de nouveau. Alors on a envie de vous dire pourquoi tant de tatouins et pourquoi faire un bouquin? Alors justement parce qu'au début, notamment en 62, lorsqu'on va établir l'élection du président de la République au suffrage universel, on se pose la question. Il y a des conseils des ministres extrêmement agités, avec d'une part le général de Gaulle, qui est tenant d'une approche un peu populiste ou démocratique et qui veut aussi peu de parrains que possible. En fait, les parrains, c'est juste pour éviter les fous dangereux, comme il y en a de temps en temps. Et pour ça, c'est pas la peine d'en avoir 36. Ou plutôt, c'est pas la peine d'en avoir 10 000. De Gaulle, finalement, est plutôt favorable à 50. Finalement, il va monter jusqu'à 100, mais en face de lui, il y a un certain nombre de représentants, on va dire, de la vieille classe politique issue de la 4e République, ou de gens qui ont une approche très pragmatique des choses, comme Pompidou ou Giscard d'Estaing, qui, eux, sont favorables à 1000, 2000, 5000 Pompidou, voire 6 ou 7000 pour Giscard. Donc, voilà, des approches qui sont, en fait, radicalement différentes. Dans la première hypothèse, celle de Gaulle, on a un vrai suffrage universel direct, et c'est le peuple, finalement, qui fait le choix dès le départ. Les parrains ne sont là que pour éviter les problèmes majeurs, donc c'est pas la peine d'avoir plus de 100 et c'est pas la peine non plus d'avoir un parrainage public, hein, ils peuvent très bien rester anonymes et ce sera le cas au départ. Et en face de ça, il y a évidemment une approche qui est radicalement différente, une approche, bon, voilà, on va dire libérale, oligarchique, etc., selon laquelle, au fond, plus il y a de parrains et mieux c'est. Puisque plus il y a de parrains, et finalement, plus le peuple est encadré, plus il est guidé, plus il est finalement encadré par les grands partis politiques qui sont finalement les seuls à pouvoir gérer ce système. À l'élection présidentielle de 74, par exemple, il faut 100 parrains. À ce moment-là encore. Il faut 100 parrains, absolument. Il faut 100 parrains, mais 100 parrains anonymes. Hein, là encore, c'est quand même très important. Et alors, la première loi de renforcement de l'encadrement notabiliaire, finalement, des candidatures, c'est-à-dire que les notables désignent les candidats à la présidentielle, c'est en 1976, on est bien d'accord, c'est une loi organique qui institue non plus 100, mais 500 parrainages. Absolument. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, ce sont notamment des sénateurs radicaux, démocrates chrétiens, socialistes éventuellement, qui vont mener la bataille au Sénat pour qu'on augmente le nombre des parrains. Le Sénat, évidemment, est un peu le lieu finalement de cette oligarchie qui a tout intérêt à ce que le nombre des parrains soit accru. Et donc, en 76, on arrive donc avec l'élection de Giscard d'Estaing à la présidence de la République en 74, on arrive à un moment où effectivement on va passer à l'acte en quelque sorte, hein, et on va faire en sorte que les choses soient établies et on se met d'accord sur le chiffre de 500 alors que les sénateurs étaient plutôt pour 2000, mais bon voilà, on dit que c'est un peu trop, il faut pas trop non plus effrayer trop les gens, donc 500 ça suffira, mais l'important c'est que les 500 présentateurs en quelque sorte soient non plus anonymes comme c'était le cas auparavant, mais publiés. Et ça, c'est évidemment, c'est peut-être là que se situe la grande révolution de cette loi de 76. Alors, effectivement, passer de 100 à 500, professeur, il y a quand même toute une école qui dit, mais oui, c'était quand même nécessaire pour éviter les candidatures
fantaisiste. À cela, vous répondez, mais qu'est-ce qu'une candidature fantaisiste? Mais au-delà de ça, c'est vrai, vous parlez d'un fou, d'un fantaisiste. Bon, d'abord, effectivement, qu'est-ce qu'une candidature fantaisiste? Qui peut le dire? D'autre part, est-ce que les candidatures fantaisistes, en un sens, ne sont pas dotées d'une certaine légitimité? Si le peuple veut élire un fantaisiste, s'il veut faire en sorte que des gens comme les gens des Cinque Stelle, Beppe Grillo, etc., en Italie, ou d'autres, aient une fonction politique, pourquoi pas, hein, c'est à lui de décider, ou alors on n'est pas en démocratie. Et au fond, la grande question, c'est toujours celle-là. C'est est-ce qu'on prend la démocratie au sérieux ou pas? Est-ce qu'on considère que le peuple est assez grand pour choisir? Est-ce qu'on considère qu'il est majeur? Ou est-ce qu'on considère que c'est un majeur sous tutelle, sous la tutelle en l'occurrence des élus, de ceux qui sont supposés être capables de le guider au mieux? Et voilà, si c'est juste pour éviter les fous, effectivement, c'est pas la peine d'en avoir 500. Je veux dire, 100 ou 50 suffirait. Je me fais encore l'avocat du diable, mais c'est vrai que quand vous me dites c'était pas nécessaire de passer à 500, je vous réponds qu'en 81, ça n'empêchait même pas Coluche d'être candidat. Mais Coluche allait être candidat, s'il avait pas retiré sa candidature. Absolument. Sous la pression, d'ailleurs. Tout à fait. En fait, ce qui est absolument frappant, c'est que en réalité, lorsqu'on regarde les chiffres, le chiffre de 500 qui a été vraiment choisi au hasard, hein, au doigt mouillé, en 76, ce chiffre de 500 n'apporte absolument rien par rapport au chiffre de 100 qui était précédemment établi. C'est-à-dire que il n'empêche ni les fantaisistes, type Coluche ou autres, ni les bizarroïdes, type Cheminade ou autres, ni surtout les micro-candidats dont on ne sait pas du tout d'où viennent leurs parrainages, comme Nathalie Arthaud, dont on a appris hier ou avant-hier qu'elle était donc la 4e candidate à avoir la totalité de ces parrainages, alors que en moyenne, les votes qu'elle obtient au premier tour des élections présidentielles ne dépassent pas les 0,6%. Donc il y a une espèce de bizarrerie, une espèce de sentiment de trucage, hein, et de ce qu'on appelait un malaise dans la démocratie dans notre bouquin, qui est, me semble-t-il, presque inhérent à ce système. Dans ce bouquin, vous évoquez beaucoup de choses. C'était aux éditions de la Nouvelle Librairie en partenariat avec la Fondation du Pont-Neuf, dont vous êtes le directeur général, et qui sera cet ouvrage en vente dès maintenant sur la boutique officielle de TV Liberté, sur le site tvliberté.com, vous le savez. Mais il y a une information qu'il n'y a pas. J'ai souvent entendu Jean-Marie Le Pen dire que ce passage de 100 à 500 parrainages avait eu pour volonté d'exclure la droite nationale qui était en train de poindre en 1974 et qui a empêché, c'est vrai, Jean-Marie Le Pen d'être candidat en 1981. L'explosion de la droite nationale sera reportée en 1983 dans la réalité. Écoutez, il est possible que c'était l'un des arguments, enfin, ou l'une des idées plus ou moins cachées de la chose. Je ne pense pas que ce soit la principale, notamment dans la mesure où cette loi 76, comme je viens de vous le dire, en réalité, elle est préparée par une proposition de loi au Sénat qui remonte à novembre 72, à une époque où le Front National est quand même encore assez faible, on va dire. Donc voilà, il y a peut-être eu de ça aussi, si vous voulez, mais c'est pas la seule raison. La vraie raison, c'est effectivement le combat entre, là encore, entre les deux France, finalement, entre la France des élites autoproclamées, comme on dirait, hein, une espèce de république censitaire, et d'autre part le bon peuple qu'on juge finalement trop bête, trop ignorant, trop inculte, éventuellement trop réac, pour choisir lui-même qui il veut comme candidat. Une droite patriote, une droite conservatrice. Jean-Marie Le Pen va être empêché d'être candidat en 81. Charles Pasqua va l'être, si on veut bien le placer dans ce camp-là, ce qui peut-être ne serait pas totalement en accord avec ses propres idées et ses propres choix. Mais enfin, Charles Pasqua va en être empêché. Et on voit en 2022 que Éric Zemmour et Marine Le Pen sont à la peine pour trouver ces 500 signatures. C'est une constante. C'est évidemment quelque chose de très important et de très intéressant. C'est-à-dire que on dit toujours, oui, mais ça finit toujours par s'arranger. On n'a jamais vu de gros candidats qui avaient été empêchés. Bon, il y a effectivement Le Pen en 81, et les gens disent oui, mais c'est un cas unique. En réalité, non. Il y a plein de cas. On a fait la liste dans le livre. Il y a au moins presque une dizaine d'anciens ministres relativement connus qui ont voulu se présenter et qui finalement n'ont pas pu le faire. Effectivement, Charles Pasqua, Michel Alliot-Marie, Dominique de Villepin, Ramayad, etc. Christine Boutin. Voilà, Christine Boutin. Bref,
bref, toute une série de personnages qui étaient pas du tout des inconnus, hein, mais qui n'avaient pas effectivement cette espèce ces réseaux finalement, des réseaux qui impliquent soit effectivement un grand parti politique, soit un financement important pour les acheter, soit des fraternités plus ou moins occultes pour faciliter les choses. Alors, à chaque fois, on s'aperçoit que depuis 1976, il y a beaucoup de difficultés, que des candidats rencontrent des difficultés, que le système n'est pas efficace, et pourtant, on va jamais cesser de le renforcer, cet encadrement. Et quelles sont les modifications qui ont été apportées à la loi organique de 1976 ? Je pense par exemple, parce que là, il y a une discussion sur la fin de l'anonymat des parrains. Tout à fait. Alors, comme je vous dis, cette question de l'anonymat est une question absolument essentielle. Et justement, c'est en 1976 qu'on décide de publier la totalité des parrains nécessaires, finalement. Des 500 parrains, en l'occurrence. Donc si on a 1000 parrains, voilà. On en prend 500, si on a 1000 parrains, voilà. Qu'on fait connaître. Exactement, c'est ça. Donc on va tirer au sort les 500 parrains sur les 1000 qui vont être publiés au journal officiel. Donc il y en a 500 qui sont connus, 500 qui ne le seront pas. Et donc si vous avez 10 000 parrains, effectivement, sur les 10 000, il n'y en a que 500, donc un chiffre relativement faible. Si par contre vous avez 501 parrains, il n'y en a qu'un seul qui ne sera pas publié. Et comme généralement les partis qui ont des problèmes à trouver des parrainages ne dépassent pas beaucoup les 500, pour eux, en réalité, ça ne change pas grand-chose. Toujours est-il qu'effectivement, notamment sous la poussée du Conseil constitutionnel, qui joue un rôle extrêmement ambigu dans cette histoire, hein, on a parlé d'un juge à la manœuvre dans notre livre, le Conseil constitutionnel va pousser à ce que finalement tous les parrainages soient connus. Et c'est le système qu'on a donc à l'heure actuelle, depuis la loi organique de 2016, mais qui ne change pas grand-chose finalement pour les petits candidats ou pour les candidats de la droite nationale, qui n'ont jamais obtenu des nombres de parrains considérables. C'est-à-dire que la totalité des parrains donc, est publiée, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais donc, je vous dis, ça ne change pas grand-chose, finalement, sur le fond. Ce qui est important, c'est que le Conseil constitutionnel, qui joue un rôle qui, d'après vous, ne joue pas son rôle, appuie cette démarche sur une vision d'un caractère beaucoup plus démocratique du mécanisme. Or, vous dites-vous, c'est le contraire qui apparaît, qui arrive. Oui, bien sûr. Donc en réalité, ça n'a rien de spécifiquement démocratique, le fait de tout révéler. D'autre part, il y a une chose qu'on... Pourquoi la transparence est à la mode ? Justement, il y a un argument qui est avancé par les partisans donc, de la publication, c'est la transparence, etc. Sauf qu'en réalité, lorsqu'on y réfléchit, présenter un candidat, c'est quelque chose qui s'apparente de manière évidente à un vote. On vote pour quelqu'un finalement. Hein. On présente quelqu'un, on vote pour lui. Si aujourd'hui on disait aux électeurs français, demain on va supprimer le secret du vote. Parce qu'on considère que c'est mieux que tout le monde prenne sa responsabilité, que en démocratie, chacun doit dire librement ce qu'il veut faire, et que, par conséquent, le secret du vote est antidémocratique. Et, entre parenthèses, c'est une idée qui était en vogue sous la Révolution française. Et par exemple, les Jacobins étaient formellement hostiles au principe du secret du vote, qu'ils considéraient comme totalement anti-républicain et antidémocratique. Si on disait ça aux Français, qu'est-ce qu'ils diraient ? Vous êtes fous. Si le vote n'est pas secret, on ne sera pas libre de faire ce qu'on veut. On sera sous l'influence de quelqu'un. On sera sous pression. Et par conséquent, le vote va être faussé. C'est exactement la même chose. Sauf qu'effectivement, ce parallèle n'est pas suffisamment affirmé pour que les Français en prennent conscience. Mais je pense que s'il y a un message à faire passer aux téléspectateurs de TV Liberté, c'est notamment ça. Au fond, une présentation anonyme, c'est exactement comme un vote secret. Et d'ailleurs, c'est pour cela que, à l'origine, en 62, le vote est anonyme. C'est pour cette raison, parce qu'il y a une coïncidence entre les deux. Le petit livre noir des parrainages, si vous faites le constat de l'échec, bien évidemment, de ce système de parrainage qui altère, vous le dites, le lien direct entre le président et le peuple, qui renforce aussi, bien évidemment, on le voit encore, le poids des appareils politiques, par ailleurs totalement défaillants. Alors, quelles sont les solutions ? Jean-Luc Mélenchon a souvent affirmé que parrainer n'est pas soutenir, de la même façon que Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen le disent. D'autres voix affirment, elles, le contraire.
la réalité. Oui, bon, parrainer et pas soutenir, c'est un petit peu, ça rappelle d'autres formules dans le même genre, mais voilà, on sait très bien que, ou du moins, l'opinion publique est persuadée du contraire. Et par conséquent, quelqu'un qui va parrainer un candidat un peu sulfureux, sait parfaitement qu'il va avoir des problèmes. On l'a tous vécu, évidemment. Le maire qui va voter, qui va donner sa signature à Marine Le Pen ou à Éric Zemmour, eh bien, il sera considéré jusqu'à la fin des temps comme étant zemmourien ou mariniste, et par conséquent, il risque d'avoir les problèmes qui sont liés à cela au sein de son conseil municipal, ensuite auprès de ses électeurs pour les prochaines élections, éventuellement auprès du préfet pour les subventions que sa commune pourrait demander, éventuellement au sein des autorités de l'intercommunalité à laquelle il appartient, c'est une nouveauté mais qui est quand même importante, et puis éventuellement au-delà, dans sa famille, dans sa profession. Bref. Sous la tyrannie de l'extrême centre et sous la violence de l'extrême gauche. Évidemment, c'est-à-dire dire effectivement parrainer n'est pas soutenir, c'est essayer de rassurer les gens, mais on sait très bien que c'est faux. Alors, d'autres possibilités ou idées sont apparues depuis 1976, comme la loterie des parrainages ou le double vote. Oui, alors le double vote, évidemment, c'est sympathique, mais ça revient un petit peu au... Le double vote, c'est je suis maire, je signe pour Zemmour, je signe pour Nathalie Arthaud, et comme ça, je suis tranquille. Oui, ça veut dire que en tant que maire, j'ai deux voix, en fait. Hein. J'ai la voix que je vais utiliser pour celui auquel je crois. Je suis LR, donc je vais voter pour Valérie Pécresse. Et en plus, j'ai une autre voie que je vais utiliser en tant que démocrate pour favoriser tel ou tel. Mais là encore, personne n'y croit. C'est évidemment une solution aberrante. De même, le système effectivement du pool des votes ou de la loterie préconisée plus ou moins par François Bayrou là tout récemment, c'est quelque chose qui peut paraître sympathique, mais qui va totalement à l'encontre de la règle selon laquelle il faut que la présentation soit une présentation personnelle du maire. Et voilà, si on s'en tient à la jurisprudence actuelle du Conseil constitutionnel, un parrainage obtenu par la loterie est un parrainage qui n'aurait pas de valeur. Donc, voilà. Excite la Française des Jeux. Excite la Française des Jeux. Mais alors, parmi les propositions moins catastrophiques, ou même plutôt sérieuses, est-ce qu'on peut tout simplement revenir à l'anonymat ? Parce que ça peut pas être le préalable. Évidemment, l'idée de revenir, ça fait un peu frémir toujours les progressistes, parce qu'ils ont l'impression qu'on est franchement réactionnaire, en quoi ils ne se trompent pas toujours d'ailleurs. Mais voilà, revenir, effectivement, il y a plusieurs retours possibles. Le premier retour, ce serait tout simplement de revenir à ce qui se pratiquait en 62, et ce qui s'est pratiqué pour les 3 premières élections présidentielles, qui a été tout à fait efficace, satisfaisant, autrement dit, sans parrainage anonyme. Bon. C'est au fond la solution la plus simple et la moins coûteuse, la moins problématique. Elle a déjà été éprouvée, il n'y a pas de problème. Autre solution, garder les 500 si ça leur fait plaisir, mais anonyme. À ce moment-là, effectivement, le principal élément du problème disparaît. C'est-à-dire les pressions qui vont s'effectuer sur les parrains éventuels et qui vont les dissuader de donner leur signature pour tel ou tel. Bon, donc c'est déjà très bien. Et puis il y a d'autres solutions, comme par exemple, la solution finalement la plus satisfaisante à beaucoup d'égards, c'est une solution qui a fait l'objet d'une proposition de la part de Mélenchon tout récemment, qui auparavant avait été prônée par Lionel Jospin en 2012, et qui auparavant encore avait été suggéré par Alexandre Sanguinetti, un vieux gaulliste populiste et assez bizarre, ancien d'Action française, en 69. Cette solution, c'est tout simplement le parrainage citoyen, autrement dit, un parrainage non plus par des élus qui ont beaucoup de choses à perdre, à donner leur parrainage, mais à des citoyens qui, eux, finalement, ne risquent pas grand-chose, avec 100 ou 150 000 citoyens. Un mix des deux, c'est-à-dire des signatures d'élus, plus voilà. ou... Ça, c'est la solution préconisée actuellement par Mélenchon, effectivement, un mixte des deux, c'est-à-dire fromage ou dessert, donc soit les 500 parrainages d'élus, soit 100 ou 150 000 parrainages citoyens, mais voilà, dans la mesure où la question ici présente, c'est la question de la démocratie, je pense que quand on y réfléchit, si vous voulez, du point de vue de la démocratie, un citoyen n'est pas moins légitime qu'un élu local, par exemple, à donner sa voix
à une personne pour que celle-ci puisse être candidate au suffrage universel direct pour devenir président de la République. Comment vous regardez l'initiative des maires qui ont appelé tout simplement les électeurs à se prononcer via un référendum sur le candidat qu'ils parraineraient? Est-ce que ça vous paraît quelque chose de démocratique ou anecdotique? Anecdotique, dans la mesure où vous avez vu que ce sont des toutes petites communes qui peuvent faire, qui ont fait ça. On imagine mal dans 36 000 communes, effectivement, des référendums qui soient organisés, ne serait-ce que pour le coût faramineux que ça entraînerait, si vous voulez. Et d'autre part, là encore, ça va une fois de plus à l'encontre, a priori, de ce qui est la règle établie par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le principe de la personnalité du choix du présentateur. Qu'est-ce que vous pensez, dans les 2 dernières questions, qu'est-ce que vous pensez de la décision de François Bayrou, par exemple, de dire on va faire un blot de signatures qu'on donnera soit à Marine Le Pen, soit à Éric Zemmour, soit à Jean-Luc Mélenchon, ou à tout un candidat sérieux ayant fait plus de 10% dans les sondages pour l'instant, vaste sujet d'ailleurs, et qui mérite d'être candidat à ce titre, puisque faisant plus de 10% dans les sondages? Alors ici, on touche à quelque chose d'autre qui est tout à fait intéressant, c'est au fond l'espèce de lien entre l'oligarchie et la médiacratie, comme on l'a appelé dans notre petit bouquin. C'est-à-dire, voilà, à quel titre un sondage, autrement dit un acte privé, fait par une entreprise privée, pourrait-il établir les personnes qui ont droit au parrainage des personnes figurant dans ce... Parce que là, parlons, voilà. C'est difficile pour Jean-Luc Mélenchon, qui est entre 9,5 et 10,5. À 9,5, il n'y a pas droit, à 10,5, voilà, il y a donc droit. Vous voyez, rien qu'avec une chose comme ça, on s'aperçoit que la chose est absolument infaisable, d'autant plus que, selon certains instituts de sondage, il aura peut-être 10,5, selon d'autres, il sera à 8,50. Donc, voilà, c'est pas possible. D'autre part, si effectivement on dit, à ce moment-là, tous ceux qui veulent être candidats pourront obtenir les voix qui sont dans cette espèce de grand melting pot des maires qui n'ont pas parrainé d'autres candidats déjà, à ce moment-là, tout le monde peut être candidat et le principe même du parrainage explose, disparaît complètement. Et donc, voilà, là, on arrive à des choses qui sont finalement peu satisfaisantes. Beaucoup d'autres références, notamment en matière de droit, en matière d'histoire, sont dans cet ouvrage, les parrainages ou comment les peuples se donnent des maîtres. Ma dernière question, elle est là aussi, j'ai commencé par une question simple, je termine par une question simple. Est-ce que tout cela, c'est pas finalement les médias ou la médiacratie qui a vicié ce système, popularisation du nombre des parrainages? On voit maintenant la course à l'échalote, c'est quasiment un sondage dans le sondage. Dénonciation des maires qui ne parrainent pas ou qui ne tombent pas dans le bon camp, celui de l'extrême centre ou celui de l'extrême gauche. Est-ce que ce n'est pas les médias qui ont vicié cela? Mais écoutez, je crois que les médias n'ont pas vicié. Les médias ont utilisé quelque chose qui, évidemment, pour eux, est extrêmement intéressant et amusant, qui est justement de parler de ça. Le marronnier, c'est ce dont on parle quand on n'a rien d'autre à dire. Voilà, les parrainages, pourtant l'actualité est riche, mais les parrainages, c'est effectivement la certitude de faire des titres un petit peu amusants. Les gens sont concernés, on est tous concernés par ça, et par conséquent, je crois que les médias ont bon dos. En l'occurrence, je pense que c'est plutôt les institutions qui doivent assumer la faute, en l'occurrence. Voilà, un livre à lire. D'urgence, bien évidemment, on parle, c'est l'actualité des parrainages, et puis on en reparlera parce que une fois que l'élection est passée, eh bien, on en parle encore un peu, et puis on en reparlera dans 5 ans, vous pourrez ressortir l'ouvrage. Oui, et puis peut-être qu'on en reparlera d'ici 2 semaines, quand on apprendra que ni Marine ni Éric n'ont leur parrainage. Merci de l'information, on se retrouve dans 2 semaines. Merci à vous, merci Frédéric Rouvillard. Merci Martial.